Comment s'entraîner plus intelligemment et pas seulement plus durement au tennis? C'est un peu la question que tous les coachs et tous les joueurs se posent. Comment on fait pour avoir un joueur qui soit à la fois super puissant sur les démarrages et en même temps capable de tenir 5-7? C'est un peu le Graal de la préparation physique, oui. On a beaucoup d'habitudes, de choses qui se transmettent, mais finalement assez peu de preuves scientifiques pour vraiment trancher. Exactement. Est-ce qu'il faut faire du physique pur en dehors du terrain ou tout intégrer sur le court? C'est le débat sans fin. Eh bien, ce débat, il pourrait peut-être prendre fin. Aujourd'hui, on plonge dans une étude qui est une petite révolution. Le titre est un peu long, attention. Comparing the effects of singles versus doubles high-intensity on-court tennis training and regular high-intensity interval training on aerobic and anaerobic performance adaptations. Ouf. Voilà. En gros, on compare l'entraînement HIIT, donc à haute intensité, fait en simple, en double ou juste en courant. L'étude a été publiée en 2026 dans le Journal of Sports Science and Medicine par Hong Chin, Xiaowen Qian et Ying Zhou. Et leur question de départ est super pertinente. Ils partent d'un constat un peu dérangeant. Le tennis, c'est un sport d'explosivité, on le sait. Des échanges courts, violents, des sprints. Oui, Et pourtant, une grosse partie de l'entraînement des jeunes, elle se fait à une intensité faible ou modérée. On fait ses gammes, on travaille la technique, mais on ne prépare pas toujours le corps à ce qu'il va vraiment subir en match. il y a un décalage, quoi. On prépare les joueurs à un marathon alors qu'ils vont faire une série de sprints. C'est exactement ça. Et le FIT est censé corriger ça. Mais là, l'étude va plus loin. Elle demande est-ce que tous les IIT se valent? Et surtout, la question qui tue, est-ce qu'il y a une différence entre s'arracher tout seul en simple et s'arracher à deux en double? Pour répondre à ça, ils ont monté une expérience vraiment bien pensée. Ils ont pris 48 jeunes joueurs de compétition, D'accord. des garçons entre 16 et 18 ans, et ils les ont répartis au hasard dans 4 groupes différents, un peu comme un camp d'entraînement scientifique de 6 semaines. Et j'aime bien l'idée des 4 équipes. Alors, quel était leur programme? Alors la première équipe, c'était l'équipe simple. Leur IIT, c'était des échanges en simple sur le terrain à fond. Intensité maximale. Voilà, très important, sans service, pour que chaque échange soit vraiment comparable. D'accord. Le deuxième groupe? L'équipe double. Même chose, même intensité, mais en jouant en double. Logique. Et la troisième? La troisième, c'est l'équipe des coureurs. Eux, leur IHT était plus classique, des sprints en navette, sans raquette. Le fameux suicide run qu'on déteste tous? C'est ça. Et la quatrième équipe? C'était l'équipe témoin. Eux, ils n'ont rien changé. Ils ont continué leur entraînement normal, sans IHT en plus. Ils servent de point de référence, en fait. Pour voir si les 3 autres méthodes apportent vraiment quelque chose. Exactement. L'idée, c'est de voir, après 6 semaines, qui a le plus progressé. Ok, le protocole est clair. Mais après, comment on mesure les progrès? Comment on peut dire objectivement ce joueur est plus explosif? Ce ne sont pas juste des sensations. Absolument. Et là, ils ont sorti l'artillerie lourde, des tests physiques. Pour la puissance brute, l'explosivité, ils ont utilisé un test de référence, le test de Wingate. Ah, le Wingate. Pour ceux qui n'ont jamais essayé, c'est 30 secondes de sprint absolu sur un vélo stationnaire. Vous avez l'impression que vos cuisses vont prendre feu. C'est terrible, mais c'est le meilleur moyen de mesurer la puissance maximale d'un athlète. C'est exactement ça. C'est le test du punch, de l'effort violent et court. D'accord. Et pour l'endurance, le moteur? Pour l'endurance, ils ont utilisé 2 tests très malins. Le premier, un test spécifique au tennis, le Hit and Turn Tennis Test. Le joueur enchaîne des déplacements, des frappes simulées, à un rythme qui accélère tout le temps, jusqu'à l'épuisement. On mesure le moteur, mais sur le bon type de terrain en quelque sorte. Voilà. Et pour compléter, ils ont aussi fait un test de course, le 30-15. Ah oui, je connais, on sprint 30 secondes, on récupère 15 et on recommence de plus en plus vite. C'est ça, ça mesure la capacité à répéter les efforts intenses. C'est le cœur du tennis, quoi. Donc on a d'un côté la puissance pure, le punch, et de l'autre, l'endurance spécifique. Le décor est planté. 4 équipes, 6 semaines, des mesures précises. Honnêtement, avant de lire l'étude, j'aurais parié sur l'équipe des coureurs, le IIT pur et dur. On pourrait le croire, c'est ce qui semble le plus direct, le plus brutal, et pourtant, les résultats sont un vrai contre-pied. Ah oui. On commence par la puissance, mesurée par le Wingate. Et là, c'est un chaos technique. L'équipe simple IIT, elle n'a pas juste fait un peu mieux, elle a littéralement écrasé toutes les autres. Ah oui. Leurs gains en puissance, que ce soit en pic ou en moyenne, sont significativement supérieurs. Et je pèse mes mots. Quand on voit les graphiques de l'étude, c'est
C'est flagrant. La barre de progression du groupe simple est 2 fois plus haute que les autres. C'est ça. Et les autres groupes de HIIT, le double et la course, ils se situent où? Ils ont progressé, bien sûr. Beaucoup plus que le groupe témoin. Mais ils sont loin derrière le groupe simple. Et ce qui est intéressant, c'est qu'entre le groupe double et le groupe course, il n'y a pas de différence. D'accord. Donc, pour la puissance pure, faire des sprints ou jouer en double à haute intensité, c'est bien, mais c'est modéré. L'entraînement simple, c'est une autre dimension. C'est dans une autre catégorie. C'est incroyable. Pour la capacité à claquer un coup droit fulgurant ou à démarrer comme une flash, le simple est roi. Mais alors, pour l'endurance, c'est encore mieux, j'imagine. Logiquement, si c'est plus intense, ça doit améliorer le cardio encore plus, non? Eh bien, c'est là que ça devient complètement contre-intuitif. Ah, On pourrait le penser et la logique voudrait ça. Mais non. Pour l'endurance, le moteur de fond, l'histoire est radicalement différente. Les 3 équipes de high sheet, simple, double et coureur, ont toutes amélioré leur endurance de manière spectaculaire et identique. attends, comment ça, identique? Tu veux dire qu'il n'y a aucune différence entre elles? Aucune différence statistiquement significative. C'est fou. Pour améliorer sa caisse, sa VO2 max, sa capacité à enchaîner les efforts, eh bien faire des échanges en simple, en double ou juste des sprints, ça revient au même. D'accord, Les 3 méthodes sont aussi efficaces les unes que les autres. c'est fascinant. On a un résultat à 2 vitesses. Pour l'endurance, la spécificité de l'exercice importe peu tant que l'intensité est là. C'est ça. Mais pour la puissance, la spécificité est la seule chose qui compte. C'est ça le message principal. C'est le cœur de la découverte. Et ça pose une question évidente, hein. Pourquoi? Oui, pourquoi? Les chercheurs ont une piste. Ils ont demandé aux joueurs de noter leur effort perçu après chaque séance. Et il s'avère que les joueurs du groupe simple rapportaient systématiquement un effort un peu plus élevé que les autres, Ah, même si la durée était la même. même si la durée était la même, ce n'est pas juste une sensation, c'est une réalité physiologique. En simple, tu es seul pour couvrir tout le terrain. Chaque frappe, c'est une accélération, une décélération, un replacement. Il n'y a pas de micro-repos pendant que ton partenaire joue. La charge de travail individuelle est bien plus élevée. Exactement. Le stress sur les muscles, sur le système anaérobie est maximal. Et c'est ce petit plus d'intensité accumulé sur 6 semaines qui a créé un tel écart en termes de gain de puissance. D'accord, alors si on traduit ça en conseils concrets pour un coach sur le terrain. Lundi matin à l'entraînement, qu'est-ce qu'on lui dit alors? Le message est hyper clair. Si ton objectif numéro 1, c'est d'améliorer la puissance explosive de ton joueur, sa vitesse de bras, son démarrage, Mhm. tu dois intégrer des séances de HIIT en simple. Voilà, c'est la méthode la plus efficace et de loin. Les autres formes de HIIT sont utiles, mais pas optimales pour ça. D'accord. Et si l'objectif, c'est plutôt de s'assurer que le joueur tienne la distance dans un match en 3 sets serrés, Alors là, t'as le choix du roi. Les 3 méthodes sont excellentes et équivalentes. donc on peut varier pour éviter la monotonie. Exactement. Tu peux faire une séance ensemble pour travailler les deux en même temps, une autre en double pour intégrer de la tactique, et une troisième en course pour soulager un peu le bras et se concentrer que sur le physique. C'est totalement flexible pour l'endurance. C'est plus efficace pour la puissance, on a compris. Mais est-ce que c'est réaliste? C'est aussi beaucoup plus épuisant, physiquement et mentalement. Il n'y a pas un risque de surentraînement? C'est une excellente remarque. Et c'est là que l'art de l'entraîneur intervient. L'étude ne dit pas de faire que ça. Bien sûr. Elle dit que c'est l'outil le plus performant pour un objectif précis. Il faut l'intégrer intelligemment. 1, peut-être 2 séances par semaine en période de prépa. Mais pas tous les jours. L'étude elle-même, c'était 2 séances par semaine. Il faut gérer la charge. Il faut gérer la charge, écouter le joueur et ne pas oublier la récupération. C'est la base. Et au-delà de la fatigue, on comprend mieux pourquoi le simple est si supérieur pour la puissance. Ce n'est pas juste la distance. Non, c'est plus complexe. Il y a la mécanique, plus de distance, mais surtout beaucoup plus de changements de direction, de freinage, de redémarrage. D'accord. Il y a la spécificité musculaire. Le tennis, c'est un sport de rotation. Le tronc, les obliques. En simple, cette contrainte est maximale à chaque frappe. La course, elle, est linéaire. Elle ne reproduit pas ça. C'est comme comparer un moteur qui va tout droit et un moteur qui doit sans cesse tourner et relancer. C'est une très bonne analogie. Et le troisième facteur, c'est le stress métabolique. En simple, le corps est obligé de puiser massivement et rapidement dans ses réserves anaérobies. Celle de l'effort violent. C'est ça. On pousse le système dans ses derniers retranchements. Le double le sollicite, mais le simple l'épuise. Et c'est ça qui le force à s'adapter. Donc, si je résume l'idée maîtresse, pour construire le moteur d'endurance d'un joueur, plusieurs routes sont possibles.
Mais pour forger son arme, sa puissance explosive, il n'y a qu'une seule voie royale, le combat en solitaire sur le court. C'est exactement ça. La spécificité de l'entraînement est cruciale. Et pour aller plus loin, il faut noter un détail important de l'étude. Ah oui? Pour être sûr de tout bien comparer, les chercheurs ont volontairement retiré le service de l'équation. C'est vrai, c'est un point crucial. Alors que c'est peut-être le mouvement le plus explosif du tennis. Exactement. Et ça ouvre une boîte de Pandore. Qu'est-ce que ça aurait changé à ton avis? C'est la question à 1 million. On peut imaginer 2 scénarios. Scénario 1. L'inclusion du service aurait encore accentué l'avantage du groupe simple. On aurait rajouté une dose d'explosivité, rendant le stimulus encore plus puissant. D'accord, et le deuxième scénario? Le deuxième, c'est que la fatigue générée par des services à pleine balle aurait été si grande qu'elle aurait dégradé la qualité des échanges. Les joueurs auraient été trop fatigués pour maintenir l'intensité? Peut-être, oui, et l'effet global aurait été moins bon. On ne sait pas. C'est une super piste pour une prochaine étude. C'est ce qui est génial avec la bonne science. Ça donne des réponses claires, mais ça ouvre aussi de nouvelles questions encore plus pointues. Pour ceux qui veulent vraiment explorer les détails, les graphiques, on ne peut que recommander la lecture de l'article original de Chin, Qian et Zhu. C'est vraiment un parfait exemple de science du sport appliquée qui part d'une question de terrain et qui apporte des réponses concrètes. Une analyse fascinante qui, je pense, va faire réfléchir plus d'un entraîneur sur la manière de structurer ses séances. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines